Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis, entrepreneurs, réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de mes deux fidèles comparses, j'ai nommé Félix. Yes, salut à tous. Et j'ai nommé Serge. Présent. On a l'honneur aujourd'hui de recevoir une invitée. Et pas des moindres, je vais la laisser se présenter. Je l'introduis en vous présentant Isabelle. Bonjour, je suis Isabelle, je suis psychothérapeute de métier depuis un peu plus de 25 ans en région parisienne. Très bien. Enchanté et merci d'être venue au micro de ce podcast du Monday Meeting. Isabelle, on a tout un tas de questions, de questionnements, de réflexions autour de votre profession et puis finalement en quoi ça peut être un sujet dans l'entrepreneuriat. Et donc l'idée c'est vraiment de discuter autour de cette table ronde qui ne l'est pas aujourd'hui puisqu'on est chez vous du coup dans votre cabinet à Boulogne et donc de discuter en toute simplicité de votre parcours et puis nous aussi de tous ces questionnements qui sont là, présents depuis un certain temps. Avec plaisir. Déjà en premier lieu j'aimerais qu'on définisse, vous avez dit vous êtes psychothérapeute. Dans le jargon commun, on dit on va voir le psy. Alors, quel psy il y a ? Qu'est-ce qui existe comme profession qu'on peut regrouper autour de psy ? Alors, d'abord, il faut savoir que ça a beaucoup changé ces dernières années. Moi, quand je me suis installée, c'était avant les années avant 2000. Donc, on n'était pas du tout sur les mêmes statuts. D'accord. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a les psychologues qui ont fait la fac en psychologie. Il y a et qui peuvent être psychothérapeutes. Le psychothérapeute a une formation en psychothérapie et en pathologie. D'accord. Donc il y a les psychologues, psychothérapeutes, il y a de plus en plus des thérapeutes diverses et variées, je dirais, qui s'occupent aussi du stress, de l'angoisse actuelle, qui sont là en soutien, mais qui ne sont pas des psys. Ok. Donc voilà, qui sont des thérapeutes. On peut avoir un peu le même parallèle entre, par exemple, un expert et un coach. Oui, okay. On peut dire ça comme ça. Okay. On pourrait. Quels sont les prérequis du coup pour être psychologue, psychothérapeute ou thérapeute simplement ? Est-ce que c'est la même base de formation en termes de diplôme, en termes de cursus ? Aujourd'hui, oui. C'est assez... non, c'est pas la même... ce sont pas les mêmes formations. Enfin, il y a des troncs communs, bien évidemment. Mais ce qui est enseigné à la faculté, à la fac, n'est pas la même chose que ce qu'on trouve en formation en ligne ou autre, où il y a des écoles. Mais là, je parle d'aujourd'hui. Moi, quand j'ai fait mes études, j'ai fait une partie à la fac qui n'était pas à Boulogne à l'époque, mais qui était à Châtillon. Une partie en psychologie jungienne à l'Institut jungien. Enfin, il était possible de faire plein de formations dans des instituts pour arriver à... j'ai fait une école qui s'appelle l'ICH, l'Institut des communications humaines, et qui regroupait tout ça, où j'ai pu faire de la psychopathologie, psychologie du travail, psychologie de l'enfant, psychologie de... Enfin, ce que je voulais, quelque part. Tout était proposé, il suffisait de valider après, et il y avait un tronc commun et un diplôme, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire tout ça. D'accord. Il faut se spécialiser dans une branche. Et pour être du coup thérapeute, c'est un diplôme qu'on doit obtenir, c'est une licence, ou alors c'est juste une formation, de la formation continue, comment ça se... Aujourd'hui, oui. Ok.
J'ai bien aimé ton intro, Vincent, et ce mot psy, où effectivement c'est le raccourci, mais derrière il y a plein de questions sur les différentes fonctions des différents mots. Et il y en a un qu'on n'a pas évoqué, c'est psychiatre. Oui. Du coup, quelle est la différence entre un psychiatre, un psychologue et un psychothérapeute ? Alors, le psychiatre a fait médecine et choisi un domaine spécifique qui est la psychiatrie. Okay. Les autres psys n'ont pas fait médecine, donc ne peuvent pas prescrire des médicaments. Ils ne peuvent pas être remboursés non plus par la sécurité sociale. Par la sécurité sociale. Ok. Ouais, donc aujourd'hui, je vais être un peu cette voix-là qui pose plein de questions qui ont l'air bêtes, mais c'est vrai que comme c'est un sujet encore un peu tabou, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui fusent comme ça et que chacun comprend. C'est comme entrepreneur aussi, on en a déjà parlé sur le podcast. Chacun y met un peu ce qu'il veut et on trouvait que c'était important, intéressant justement d'avoir un professionnel qui nous explique un peu les choses. Clairement. Ouais. Isabelle, en préparant cette émission, vous avez assisté à la préparation de cette émission. Oui. On la prépare. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? De quoi il parle ? En fait, on veut garder ce côté spontané de la discussion et c'est vrai qu'on apprend parfois à découvrir nos invités, même si on connaît un petit peu le parcours, mais on apprend à découvrir nos invités à travers ce qui les motive, comment ils définissent aussi les choses au cours de cette même discussion pour garder ce côté un petit peu instinctif de la discussion. Et on a juste commencé à évoquer ce qu'on allait pouvoir se dire et on vous a parlé, nous, on voulait parler de santé mentale dans l'entrepreneuriat. Et peut-être plus largement, mais dans finalement les individus qui constituent les entrepreneurs et entrepreneuses d'aujourd'hui. Et là, tout de suite, vous avez bondi sur le mot santé mentale. Qu'est-ce que ça vous évoque, du coup, ce mot santé mentale ? Enfin, cette formulation. Derrière santé mentale, on peut entendre une pathologie ou quelque chose de lourd, qui serait, oui, quelque chose de lourd. Or, je ne pense pas. Bien sûr, il peut y avoir des problématiques de cet ordre-là, mais je pense surtout que dans l'entrepreneuriat, il y a des personnes qui peuvent être stressées, angoissées par diverses choses, mais qui n'ont pas, loin de là, de pathologie. Donc D'accord. Santé mentale me semblait quand même Lourd. Des termes un peu lourds et pas tellement appropriés. C'est intéressant parce que effectivement, quand on a commencé à se poser la question d'aborder ce sujet, d'où ça vient, c'est qu'on est tous autour de cette table entrepreneur et on s'est bien rendu compte que le chemin de l'entrepreneuriat était semé d'embûches et que ça pouvait générer stress, anxiété, angoisse, etc. Et deuxième point, c'est que finalement sur les sujets liés à la santé mentale, on se fie un peu à des articles, des blogs, ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que depuis quelques temps, typiquement là depuis post-Covid, c'est un sujet qui est très abordé parce que je pense que les gens étaient confrontés à des choses, en tout cas en masse, qu'ils ne voyaient pas forcément. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont très souvent traités en ce moment. Donc j'ai trouvé quelques chiffres, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, donc le sujet est arrivé un peu sur la table alors que nous on a des discussions autour de ça depuis des années en fait. Voilà. Donc c'était un peu venir mettre les points sur les i, expliquer les choses, poser des questions qui peuvent sembler bêtes, mais qui peuvent aider des gens qui sont sur des parcours un peu chaotiques et qui auraient peut-être besoin d'aide. La santé, quand on pose ce mot, la santé, je pense que pour 90% des gens, ça évoque le corps. Ça évoque quand on dit il a un problème de santé, on va imaginer... en plus, quand on formule comme ça, il a un problème de santé, on va imaginer quelque chose de grave qui est lié à un organe ou un dysfonctionnement physique. Et
c'est rare finalement qu'on décrive une personne qui aurait un problème de santé mentale en ne mentionnant pas le mot mental. Et c'est pour ça que pour moi la santé mentale, telle que je l'imaginais, telle que je le définissais, je l'abordais pas sous forme de pathologie, mais plutôt d'un statut. C'est-à-dire qu'on a une santé mentale, soit elle est en bonne santé, soit on est en bonne santé mentale, soit en effet on a des dysfonctionnements et au pire on a une pathologie mentale. Et du coup, c'est un peu comme cette santé physique qu'on va entretenir par le sport, l'alimentation. Cette santé mentale, est-ce que, donc du coup, j'imaginais que cette santé mentale, c'est un état, finalement, qu'on peut moduler du bien vers le moins bien, vers le même catastrophique. Donc, j'avais pas forcément cet aspect, justement, pathologie, mais c'est vrai que dès lors qu'on l'emploie aujourd'hui, alors je sais pas du coup si le terme a été galvaudé ou s'il faudrait Non, je pense que c'est une question de terminologie. Moi, je suis dans mon langage aussi. Voilà, et je vois et je perçois les choses d'une autre façon. Mais ça m'est très personnel. C'est comment... là, je ne parlais pas en général, je suis vraiment sur ma façon d'aborder une personne qui vient dans mon cabinet et qui va énoncer diverses problématiques. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas de la santé mentale. Ok. Ouais, c'est vrai que maintenant que c'est expliqué, je comprends mieux. C'est vrai que quand on est arrivé tout à l'heure, je disais, c'est bizarre parce que c'est un épisode où je me sens un peu stressé. Effectivement, Isabelle m'a dit, mais non, pourquoi en fait? Voilà. Ouais, c'est pareil pour moi. Elle fait attention à ces mots-là parce qu'effectivement, c'est pas le sujet. On est là pour passer un bon moment ensemble. Et en fait, je pense que l'intérêt d'évoquer ces sujets-là de manière assez ouverte, authentique, dans le but d'avoir une plateforme sur laquelle les gens peuvent venir se connecter, que ça peut les aider, les débloquer. C'est peut-être cette pression-là que je me mets en me disant, effectivement, c'est des sujets qu'on aborde nous assez facilement. Et je rencontre aussi dans mon parcours des gens qui sont vraiment, vraiment en difficulté et qui ne savent pas forcément comment aborder les choses. Donc, non seulement dans mon parcours d'entrepreneuriat, mais j'aimerais parler aussi d'un sujet particulier qui est un projet photographique que je fais depuis quelques années, j'en ai déjà parlé un petit peu, qui s'appelle Démasqué, où j'ai à chaque fois une conversation avec la personne qui se trouve en face de moi. Ça se termine par une séance de body painting où je vais représenter des signes et des symboles que m'évoque en fait le contact avec cette personne-là. Donc il y a quelque chose de très instinctif, intuitif, et ça finit par une photo qui immortalise ce moment-là. Et je me suis rendu compte avec le temps, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ça, qu'il y avait des conversations qui commençaient peut-être à me dépasser. Parce que justement, on commence à parler de problèmes, de troubles, de pas mal de choses positives aussi évidemment, mais je me suis rendu compte que j'étais pas armé et que en fait il fallait que je fasse attention, que j'écoute, mais que je ne m'exprime pas trop parce que voilà, je commençais à me dire... Tu sentais que le conseil, ça allait dépasser le cadre de l'épaule d'un ami. C'est ça. C'est quoi le conseil finalement? Et du coup, ouais, je me suis dit, c'est important d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que c'est quand même... j'ai senti le danger, entre guillemets. Voilà. D'accord, je voulais juste revenir sur quelque chose. Bien sûr. Que je n'ai pas dit auparavant. Santé mentale, pour moi, c'est médical. D'accord. Donc, je travaille aussi avec des psychiatres et beaucoup avec les médecins de ville, les médecins, ce qu'on appelle un médecin traitant. D'accord. Aussi. Voilà. Ouais, et c'est très bien. Une transition, c'est comment on arrive dans votre cabinet.
c'est un médecin qui vous envoie des gens, c'est un psychiatre, c'est des gens qui vous appellent au téléphone. Comment on vous trouve quand on a besoin de vous? Alors, c'est quand il faut diviser en deux, au moins en deux, quand j'ai commencé et quand je me suis installée et ce qui se passe aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, depuis 10-15 ans. Il faut voir quand même que je suis installée depuis plus de 25 ans. Donc comment ça s'est passé? Oui, quand je me suis installée, il y avait des psychiatres et des médecins généralistes qui m'envoyaient leurs patients, des patients. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai développé ce qu'on appelle une patientèle aujourd'hui. Et depuis plus d'une dizaine d'années, c'est le bouche à oreille et c'est très peu les médecins, finalement, aujourd'hui. Et oui, voilà, c'est le bouche à oreille. Est-ce qu'au cours de ces années, vous avez senti une évolution dans la perception qu'on a des psys, on va dire, comme ça? Je dirais, comment un particulier arrive à se dire « je sens au fond de moi que j'ai besoin d'être aidé par un psychologue ou un psychothérapeute, et donc je franchis le cap ». Est-ce qu'il y a eu une évolution finalement, ou est-ce qu'il y a encore énormément de barrières mentales et des freins? Oh oui. C'était une question purement rhétorique, mais j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Alors, il y a quand même une certaine évolution, surtout chez les jeunes. Les jeunes, je vois 15 ans, 16 ans, 20 ans. Ils arrivent là, ils s'assoient et puis ils disent bon, voilà, écoutez-moi, quoi. Ce qui est très bien, c'est parfait. Et puis, il y a quand même beaucoup de personnes qui arrivent avec des a priori. On va me mettre dans une case, on va me juger, on va me faire la morale, on va me dire que c'est pas bien, que je suis comme ceci, comme cela. On va dire que je suis fou. Ah bah ça, oui. Ouais. Mais je dirais de moins en moins, quand même de moins en moins. Est-ce qu'il y a une relation entre les, on va dire, catégories socio-professionnelles ou catégories sociales même, on va dire, et la faculté à aller chez le psychologue ou psychothérapeute? Alors, je ne verrai pas les choses de ce côté-là, je vais les voir de mon point de vue. C'est très éclectique. Je ne peux parler que de mon point de vue. Je vois des personnes diverses et variées de catégories socio-professionnelles, sociales, c'est très différent. Il n'y a pas de profil type? Non, enfin, pas ici. Oui, forcément. Moi, je vais parler au nom de nous, peut-être, mais vous avez vu, j'ai levé la main pour prendre tout plein de précautions, j'ai croisé les regards. Vas-y. Mais j'ai l'impression que dans le milieu dans lequel on a grandi, qui est un milieu modeste et populaire à la fois, on va dire, donc, en tout cas, pour ma part, là, je vais parler pour ma part, j'ai connu les deux milieux, c'est-à-dire un milieu populaire, donc j'ai grandi dans ce qu'on appelle un quartier HLM, et puis ensuite dans un milieu plus modeste. J'ai l'impression, enfin, je vois, c'est palpable quand même, qu'auprès de pas mal de personnes, c'est inconcevable d'aller chez le psy, pour tout un tas de raisons. En effet, parce que on peut être vu comme fou, et ça, on va dire, c'est l'extrapolation la plus grande. Mais en premier lieu, c'est surtout qu'on va être vu comme faible. Et ce que je rencontre, c'est finalement des discussions que j'ai eues où on me dit, moi, j'ai pas besoin. Et en fait, il y a toute une sémantique autour du monde de la psychologie, je trouve, qui est intéressante. Parce que même dans le fait d'aller voir le psychologue, on dit tu aurais besoin d'être suivi. Et je trouvais ça même intriguant comme formulation, être suivi. Personne n'a envie d'être suivi. Au sens si, maintenant avec Instagram. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être le fait que les jeunes, justement, aillent plus facilement chez le psy. Pour le coup, oui, moi j'ai grandi dans un environnement complètement différent, puisque j'ai grandi en Afrique. Mais par contre, j'ai envie de dire, j'appuie encore plus que ce que tu dis, c'est que ça n'existe pas en fait. Je ne me souviens pas d'une conversation avec
mon entourage, ma famille, autour de aller chez le psychologue. On va chez le médecin, on va chez le dentiste, chez le kiné peut-être, mais ça, de quoi tu me parles là? Est-ce qu'on ne dit pas même c'est un truc de blanc, ça? C'est ce que j'allais dire. Ouais, un petit peu de ça. Et puis, je pense que, j'y ai pas pensé en arrivant, mais il y a cet imaginaire là qui est construit aussi par ce qu'on voit à la télé. Donc, le fameux sofa, le psychologue qui fait des dessins pendant que tu livres les détails sur ta vie. Qui s'endort. Voilà. Donc, il y a un peu de tout ça. Et si on arrivait un peu à... Je ne sais pas si on va le faire pendant l'émission, mais si on arrivait un peu à déconstruire ça et raconter, entre guillemets, j'imagine que d'une session à une autre, c'est complètement différent. Mais si on arrivait à déconstruire ça et se dire que ouais, c'est pas forcément comme ça se passe à la télé, ça serait déjà une bonne chose. Voilà. Aujourd'hui, on voit une émergence de l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus sur les podcasts, les chaînes YouTube. On nous invite finalement à créer notre propre liberté. Nous, on l'a expérimenté. On voit, comme l'a dit Serge, le chemin qui est semé d'embûches et qui peut créer justement ce qu'on appelle en premier lieu ce stress. Comment on peut définir le mot stress? Qu'est-ce que c'est que cet état de stress? Face à tout changement, tout nouvel événement dans la vie, il y a forcément un stress, mais il y a le bon stress et le mauvais stress. Il y a tout un dosage, toute une échelle qui fait qu'il faut aussi avoir un certain stress pour se motiver, y aller et faire quelque chose. Après, si on dépasse, et c'est en fonction de chacun, si on dépasse un certain seuil, ce stress peut devenir invalidant. Vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à agir. Et souvent, l'émotionnel dépasse le mental, le rationnel. Donc là, il faut jauger, savoir jauger, et c'est en fonction de chacun son seuil. Jusqu'où on peut aller pour se motiver et aller de l'avant, et à partir de quand ça devient invalidant. Quand ça devient invalidant, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler de l'anxiété? Oui. D'accord. Ça peut être de l'angoisse aussi, ça peut aller loin. Après, ça peut aller très loin. Est-ce que vous pourriez nous donner la nuance entre anxiété et angoisse? Parce que moi, c'est pas clair pour moi. Anxiété et angoisse, c'est par rapport à des échelles. Ok. Ce sont des mesures d'intensité. D'accord. Okay. Donc ça démarre par du stress, puis de l'anxiété, puis de l'angoisse. Oui, puis après. Et puis après, bon. Là, on rentre dans. Là, on est dans le pathos du coup. Ok. Ouais. Je pense que le stress, tout le monde l'a connu. Il y a un épisode où on parlait de mots, et c'est vrai que c'est des mots qui sont très utilisés aujourd'hui. On parlait de burn-out, on a parlé d'anxiété aussi. Et bon, là, on va mettre les pieds dans le plat. C'est des choses que moi, j'ai expérimentées. Et en gros, entrepreneur, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, comme tu disais, on essaye de prendre en main son destin. On essaie de gagner sa liberté qui coûte cher. Et il y a pas mal de choses qui se mettent en place. En ce qui me concerne, c'est le domaine du conseil. Donc, forcément, je me mets en freelance. Je commence à travailler de chez moi. Donc, première chose, c'est on est tout le temps seul. Donc, il n'y a plus le lien où tous les jours, on arrive au bureau et puis il y a les collègues qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas, ils sont là et puis il y a des échanges, quoi. Et là, d'un coup, on commence à moins échanger, parler plus au téléphone, parler plus en visio, et puis il y a un lien qui se coupe finalement. Et on s'habitue à ça. Et à un moment donné, quand on vous appelle pour aller prendre un café, boire un verre, etc., on se rend compte qu'on n'a plus envie. C'est plus naturel. Voilà, et donc il y a des choses quand on commence à se poser la question, il y a des choses qui sont moins naturelles. Et donc il faut déjà pouvoir avoir la lucidité de poser un constat sur ça. Deuxièmement, donc, on déclare un peu autour de soi qu'on est entrepreneur et qu'on travaille de chez soi. Et puis d'un coup, on a la vision des autres qui commence à s'imposer à vous.
Ah ben c'est bon, donc tu vas plus au travail. Oui. Ah, d'accord. Et pourtant, moi je sais exactement ce que je fais. Donc il y a ce truc-là aussi qui se met en place. C'est un peu ce que vivent les chômeurs, quoi. C'est-à-dire que la vision des autres est complètement différente de ce qu'on vit soi-même et ça peut commencer à poser des soucis. Troisième point, le travail en lui-même. Avant, donc, on avait un cadre. Tu arrives à 9-10 heures, tu finis à 18-19 heures, tu sais comment ça marche. Et puis surtout, il y a ce cadeau qui a aussi un piège qui s'appelle le salaire. C'est-à-dire que tous les mois, on sait exactement ce qui va arriver à peu près sur le compte. Et on sait que quel que soit le travail fourni, c'est un peu la même chose. Quand on est à son compte, on sait exactement que si on n'a rien fait, ça ne sert à rien d'aller sur le compte de la société, il n'y a pas de chèque qui va arriver. Ou en tout cas, si tu le fais, il faut t'inquiéter. Voilà. Faut t'inquiéter. C'est que tu ne prends pas le taureau par les bonnes cornes. Donc on commence à se poser d'autres questions, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà, la temporalité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on fait une prestation, on peut être payé au bout d'un mois, comme au bout de 6 mois, ça dépend des relations avec les clients. Et du coup, il y a une gestion des finances qui est complètement différente et qui peut générer aussi, là pour le coup, c'est même plus du stress, c'est carrément de l'anxiété, quoi. Donc voilà, je voulais quand même aborder ces points-là et dire, voilà, à ce moment-là, on voit plein de choses sur Instagram, ouais, quand on veut, on peut, un entrepreneur, c'est facile, etc. Oui. Non, c'est coûteux en termes de, pour le coup, je vais utiliser ce gros mot-là de santé mentale, en tout cas, ça coûte cher. Et à un moment donné, c'est poser la question, comment je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais que quand j'ai mal au dos, je sais qui aller voir. Mais quand je commence à avoir la tête qui chauffe, comment je fais, quoi ? Donc, la solution, ça a été justement prendre l'annuaire et toutes les questions que je pose depuis tout à l'heure. Ok, je vais voir un psy. Mais un psy quoi ? Psychiatre, psychologue. Et en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui était pas loin de chez moi parce que je me suis dit, bon, pour une première expérience, je veux un truc dans un rayon de 300-400 mètres. Et j'ai fait une recherche comme ça. Ça s'est pas du tout bien passé. La première séance, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est des questionnements que j'ai déjà. J'en parle à mon entourage. En tout cas, comme je disais, on s'est retrouvés dans un groupe d'entrepreneurs et puis on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes problèmes. Voilà. Et c'est des choses dont je parlais déjà assez facilement. Et là, je me dis, mais c'est pas comme j'avais vu à la télé. Mais c'est encore plus déroutant parce qu'en gros c'est allez, pour la prochaine fois tu me notes tes 3 qualités, 3 défauts. Je dis mais ça, j'ai fait des quiz comme ça, j'ai fait ça pour mes entretiens d'embauche, voilà, en quoi ça va m'aider par rapport à ce que je suis en train de vivre. Donc l'expérience n'a pas duré très longtemps. Je me rappelle un jour, j'ai dû faire 3-4 séances et puis à un moment donné j'ai appelé, je dis écoutez, je ne vais pas venir en fait. Donc ça m'a pas aidé. Et donc c'est passé par le cadre médical où finalement j'ai expliqué que voilà, j'avais telle ou telle sensation jusqu'à ce qu'on mette le mot dessus et qu'on dise ouais, ce que tu vis c'est des crises d'angoisse. Tu te lèves brutalement le soir avec le cœur qui palpite, etc. Tu as des sensations de comment on appelle ça, de claustrophobie de temps en temps. Tu as le cerveau qui tourne pas à la vitesse qu'il a l'habitude. Tu oublies des choses, j'en ai déjà parlé. Tu ouvres une page internet pour chercher des choses et puis finalement, tu sais plus ce que tu foutais là. Donc oui, il faut aller chercher de l'aide et je vais essayer de faire dire, en tout cas, je vais essayer de faire comprendre quels sont les moyens. Moi, j'ai eu les miens, mais j'aimerais aussi qu'on voit donc avec Isabelle, comment arriver jusqu'à son bureau ou un cabinet comme le sien, quoi. Voilà. Alors, avant cela, oui. Si tu permets. Bien sûr. Je voulais revenir sur... je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a des personnes qui sont faites pour
travailler dans l'entrepreneuriat et d'autres beaucoup moins. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça et il faut le savoir parce que ça demande à avoir certaines capacités d'autocentrage, de savoir s'auto-réguler. Enfin, c'est auto. Hein. Il faut savoir se cadrer, il faut savoir à côté savoir faire du sport, enfin se dépenser, il faut et savoir ce que l'on met dans son travail, dans ses horaires. On travaille combien de temps, on travaille de telle heure à telle heure, mais et personne ne vient nous le dire. On ne prend pas forcément de vacances, pas forcément de week-end. On peut recevoir des messages à 22h, à 1h du matin, le dimanche, le lundi, n'importe quand. Il faut aussi être à la fois hyper cadré et aussi avoir une certaine souplesse avec les autres, avec les personnes. Et pour ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui s'angoissent d'être seules, maître à bord. C'est très angoissant pour eux, pour ces personnes-là. Donc, elles préfèrent avoir quelqu'un qui dit, qui donne le cadre. Exactement. Ouais. Donc, il faut savoir aussi si on est câblé pour ça ou pas. Câblé pour ça, exactement, câblé pour ça ou pas. Une fois, ce que j'entends beaucoup aujourd'hui, mais ça fait, je dirais, 5 ans, avec ce qui se passe dans les entreprises, beaucoup de personnes, plus de 5 ans même, beaucoup de personnes se sont dit, je vais monter ma petite structure à moi, j'ai monté ma boîte, et tout va bien se passer, je sors de la grosse matrice, et ça va se passer comme ça, parce que j'ai un savoir-faire, parce que je vais pouvoir revendre tout ça, oui, mais c'est pas que ça. Il faut pouvoir tenir le choc psychologiquement, émotionnellement, à, je dirais, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et tout le monde ne peut pas le faire. Donc je vois aussi des personnes qui ont essayé et qui essayent de revenir dans l'entreprise, qui se sentent plus confort dans l'entreprise. Mais je pense que la société, si je suis assez générale, va vers les structures hors grosses entreprises. Il y a des grosses qui vont rester, bien évidemment, mais beaucoup vont être dans une individualité extérieure, reliée à la matrice. Moi, je parle comme ça. Je pense qu'il est bon d'avoir un pied dedans et un pied dehors et trouver son équilibre. Je perçois les choses comme ça. Et quand je dis ça aux personnes, elles me disent « Ah, mais vous me donnez une certaine vision, peut-être une bouffée aussi d'oxygène. Je ne suis pas obligée d'être hyper performant tout le temps dans ma petite structure. J'ai peut-être le droit aussi de trouver un équilibre en étant un peu ailleurs aussi. » Je dis « Ben oui. » L'important est de trouver son équilibre. Et ça, c'est propre à chacun. Donc le côté, là, je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit avant. Ce qui est important, c'est de pouvoir savoir, de pouvoir comprendre qui l'on est. Ma façon de travailler c'est dans le « je suis ». Et c'est pas je vais être ce qu'on me demande d'être complètement et me décentrer de mon tronc commun. Moi, j'appelle ça, il faut savoir être centré, en équilibre, sur un plancher. Le plancher, ce sont ses racines, savoir de quoi on est fait, d'où l'on vient. Si on n'a pas de racines, je ne vois pas comment on peut avancer. Et là-dessus, essayer d'être au maximum le mieux et le plus centré en fonction des événements de la vie. C'est loin d'être facile. Et d'avoir une certaine souplesse, une rigueur pour soi-même et une souplesse avec les autres et le monde extérieur. Mais pour ça, il faut se
connaître. Moi, je ne comprends les choses que comme ça. Et les personnes que j'ai en face de moi, c'est où elles entendent ça, ou ça les intéresse pas. Ça s'arrête là, généralement. Mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui me disent « mais je veux me connaître, je veux savoir qui je suis ». Et voilà, donc pour ça, on parle, on échange. On est dans l'échange. Il n'y a pas de jugement, il y a, j'espère, de l'écoute suffisante, une écoute suffisante pour que la personne puisse se sentir être, exister, valorisée dans ses capacités aussi. Mais pour ça, il faut... des fois, on trouve des capacités qui sont complètement cachées depuis l'enfance. Chacun a son histoire, hein, mais d'aller chercher ce pourquoi on est fait quelque part. Et on n'est pas fait pour une chose, enfin certains oui, d'autres c'est pour plusieurs choses. Je parle souvent de puzzle, oui, il faut constituer un puzzle, mais qui appartient à la personne et pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un travail très personnel, d'expression de soi et de connaissance de soi. Connais-toi et tu connaîtras le monde. C'est ça. Pour moi, c'est ma façon de fonctionner. On a eu les magazines, la télévision, on a eu les sites internet et aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous imposent finalement un dogme ou en tout cas une vision de qui on doit être, justement. Oui. Et aujourd'hui, on a cette matrice dans laquelle on essaye d'évoluer, mais qui est omniprésente et qui nous impose des standards, soit financiers, soit physiques, soit mentaux. Et comment on fait justement aujourd'hui pour démarrer ce cheminement d'introspection ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Ça peut être de la méditation, par quoi on peut commencer ? Oui, ça peut être de la méditation. Il y en a qui font du yoga, il y en a qui font du tai chi. Il y a plein de choses à faire. Tout ce qui passe par le souffle, me semble-t-il, est très important. Moi, je suis aussi sophrologue, donc j'apprends aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, à re-respirer par le ventre, qui est la première respiration, la respiration du bébé. C'est comme ça qu'on se ressent aussi, et ensuite on peut auto-réguler un stress léger, on va dire, hein, ça marche bien, et se sentir plus là. L'important est de se sentir là, et pas dissocié, dispersé dans des rôles, dans des masques, dans des fonctions qui ne sont plus, qui nous décrochent de notre plancher et de notre colonne vertébrale. Alors là, je fais des gestes, c'est ce que Bon, mais parce que souvent j'explique les choses comme sur ça. Insta, on mettra les gestes. En fait, moi, ça y est, c'est-à-dire que j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre, et tout le reste va être du bonus. Donc, pour revenir sur ce que je disais, effectivement, à un moment donné, j'expérimente toutes ces difficultés, et effectivement, ce qui m'aide dans ce parcours-là, c'est d'avoir quelqu'un qui met les mots sur la façon de s'en sortir, une clé. Et la clé principale, effectivement, c'est se remettre au centre et comprendre qui on est. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que justement, j'ai une façon de faire qui est la navigation autour et dans cette matrice-là. Parce que je fais plein de choses, parce que j'ai un côté artiste où j'exprime ce qu'il y a vraiment au fond de moi et ça ne concerne personne d'autre. Mais je suis aussi un professionnel de la communication et je travaille en agence depuis longtemps. Et donc, je fais la navette entre les deux, tout le temps. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me dissocie un peu. Donc, je suis en train de faire le geste aussi en même temps que je suis en train de parler. Donc, c'est des gestes d'alignement, en fait, avec les deux mains, j'explique. En fait, il y a deux façons de procéder dans ma tête et je les dissocie et
Le matin, je suis un Serge particulier et le soir, je suis un Serge artiste, quoi, voilà. Et à un moment, quand on commence donc quand je sors entre guillemets de la matrice et je me dis cette fois-ci, je vais m'exprimer pleinement et puis je vais faire mes propres projets et puis voilà, je ne dépends plus de personne. Donc arrivent toutes ces choses là où on se dit ah bah oui, effectivement, maintenant c'est moi qui suis responsable. C'est-à-dire que le salaire, entre guillemets, c'est moi qui vais devoir aller le chercher. Le projet, c'est moi qui vais devoir aller le chercher. Donc il y a plus de... Un projet, c'est quoi en général? On va avoir un commercial qui va le chercher, un directeur de clientèle qui gère la relation, un consultant qui va donner ses conseils et une équipe de production qui va produire le projet. Voilà. Sauf que là, t'es tout ça. Ouais. Et à la fin, c'est toi qui dois envoyer la facture, récupérer les sous. Voilà. Donc tout d'un coup, il n'y a plus de zone où on se repose. C'est-à-dire que sur tout le projet, tu peux pas te louper. T'as pas le droit d'être fatigué, malade, absent, puisque si tu n'es pas là, la finalité du projet, qui est de récupérer ses sous, il y a quelque chose qui va capoter. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de pression. Et d'un coup, je me dis, finalement, je suis libre, mais je suis obligé de faire plein de choses que j'avais pas prévues. Et ça m'empêche de faire ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire me libérer pour être plus connecté avec mon côté artiste, finalement. Souffrance, quoi. Souffrance parce que je me suis enfermé dans ma propre matrice. Et il n'y a que, avec des discussions, donc on va le dire, j'ai rencontré Isabelle qui m'a beaucoup aidé à donc, refaire le geste, donc être aligné et dire. Donc c'est cette image-là qui m'a débloqué. Et je lui dis, ça peut sauver des vies, j'ai envie que les gens entendent ça. C'est juste une image où je vois, effectivement, les deux parties de moi. Donc, je fais toujours les gestes avec mes mains. Deux parties qui vont être alignées. Une qui est ancrée, donc avec des racines. Mais ça n'empêche pas d'avoir la tête dans les nuages. Et juste avoir cette image-là de dire, je peux faire la navette entre quelqu'un qui a besoin d'argent parce que je me rappelle de Pape qui est passé à l'émission qui disait quand on est épicurien, il faut de l'argent parce que il faut pouvoir se payer tous ces plaisirs qu'on aime bien. Il faut ça. Et en même temps, il faut être complètement déconnecté de tout ça pour pouvoir avoir une production artistique authentique qui est connectée à son cœur et son âme, quoi. Et juste cette image-là, ça m'a sauvé la vie, quoi. En tout cas, ça l'a rendu beaucoup plus agréable parce que j'ai trouvé des solutions et une façon justement de tout le temps me dire par rapport aux décisions que je prends, est-ce que je suis aligné? Voilà. Donc, c'est des conseils que je donne, par exemple en branding, quand une marque vient, quand quelqu'un veut créer une marque, je dis c'est important d'avoir une vision de départ et de savoir exactement la matérialiser. Ça va vous permettre, quels que soient les choix que vous faites, de savoir si vous êtes aligné avec ça. Et il n'y a que ça qui va vous maintenir dans le flot de choses qui peuvent se passer autour et qui peuvent vous déstabiliser. Si vous gardez votre vision, normalement, le discours sera cohérent. Et ça s'applique à la personne et ça s'est appliqué à moi. Et très sincèrement, oui, essayez de vous connaître avant toute chose, quoi. C'est effectivement se connaître et aussi, là, c'est passé par la symbolique. L'image, la symbolique, qui permet à beaucoup de personnes, ça c'est quelque chose qui se perd actuellement, cette société fluide et liquide, ça se perd. Et raccrocher les personnes, c'est ce que disait Serge, a besoin d'une clé, mais de se raccrocher à quelque chose pour ne pas dériver. Et la symbolique, poser des gestes, des images dessinées aussi, moi je fais des schémas tout le temps, que je montre comme ça, ça permet à la personne de poser son regard sur quelque chose de fixe et de pouvoir percevoir, il faut d'abord que ça lui parle, ça parle à la personne, et percevoir comment il se situe par rapport à ça. Et mon objectif est d'amener la personne, et je reprends, c'est la base, c'est avoir un plancher et donc un socle et pour poser une colonne vertébrale. Et après, je pense qu'on peut naviguer n'importe où. Alors c'est très marrant, là, justement, la sémantique et tout ce que vous avez employé comme mot.
parce que j'ai lu il y a quelque temps, 1 an et demi à peu près, un principe de philosophie japonaise qui expliquait que le monde est en mouvement et que justement il y a des êtres qui sont comme l'eau et donc qui vont s'adapter, et d'autres qui sont comme l'argile qui fige et qui se craquellent quand le monde bouge. Oui. Et j'ai eu justement cette image où moi j'étais vraiment plutôt d'argile, j'avais tendance justement à me figer, et j'ai tout de suite voulu être comme l'eau. Et quand vous avez dit ce monde, cette société fluide qui ruisselle, ça m'a tout de suite évoqué ça. Je me suis demandé, donc du coup, est-ce que c'est quelque chose de mauvais ? Je refais ce que je me suis fait dans la tête, mais je le fais haute voix. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais finalement d'être que fluide, que liquide et autres ? Et en même temps, quand vous parliez, je me disais, mais bien sûr qu'on a besoin d'un point d'ancrage, et vous avez résolu finalement le problème en disant, on a besoin de ce point d'ancrage pour créer le bateau qui nous fera naviguer sur cette... Donc je trouvais les images très belles et ça raccroche tous mes points, donc ça m'aide pas mal. Merci Isabelle. Pour moi, c'est important cet épisode aussi, Serge l'a évoqué. C'est important parce que je le disais, c'est quelque chose qui, dans notre culture commune, on va dire, est souvent tabou. Le fait d'aller voir un psychologue, c'est quelque chose qu'on tait, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie, on a l'impression que c'est un aveu de faiblesse. Pour ma part, c'est pas le cas, parce que je pense être quelqu'un qui a une facilité à parler de lui qui est grande, mais je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui souffrent sans le savoir. Et j'ai des exemples concrets dans ma famille où je me dis, mais lui, il a besoin d'être accompagné, mais je vais lui dire, mais je sais, j'ai vu de toute façon les réactions. Et c'est ce truc-là de je suis au-dessus de ça, je suis plus grand, je suis plus fort. Et moi, j'ai expérimenté ça finalement dans ma vie. Excuse-moi, je te coupe, mais tu vois, tu as changé de mot, tu n'as pas dit suivi, tu as dit accompagné. Je me suis fait la même réflexion. On y est. C'est un accompagnement. Pour moi, j'en suis totalement convaincu. Voilà. Donc pour moi, c'est clairement ça. Mais il y a eu un moment de ma vie en fait où, pareil, je ressentais pas le besoin parce que je ressentais pas la pathologie. Je pense être de nature anxieuse de base, et dans les épisodes ça peut se ressentir à certains moments où j'essaye d'évaluer toujours les risques. Alors ce risque-ci, ce risque-là, voilà, j'aborde le monde à travers le risque, et c'est ma nature. Et puis je pense que c'est quelque chose qui se transmet de génération à génération, parce que quand je remonte un peu l'arbre généalogique, je vois certains travers voilà, de mes aïeux. Mais ça, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps. Et finalement, ça m'a jamais, étant jeune, ça m'a jamais empêché de faire. Donc j'ai fait, j'ai entrepris pas mal de choses. Et puis, la vie, parfois, elle nous met des gifles, hein, comme on dit, des sacrés gifles. Et puis les gifles se sont transformés en coups de poing, puis en coups de coude. Et puis bon, il y a un moment où on se dit, bon, je suis fort. Mais j'avais toujours finalement ce paradigme de la force, quoi, sans pouvoir accepter le fait qu'il y a des moments où c'est pas possible d'être que fort. Et finalement, j'ai accepté certaines responsabilités que j'ai accumulées. Et c'est là que j'ai vu comment fonctionnait le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau, tu peux lui dire ce que tu veux, mais lui, il vit autre chose. C'est-à-dire que quand tu rationalises, oui, je suis un être fort et autres, eh ben, tu vas cacher finalement. Donc j'ai eu, je le dis, hein, comme ça, s'il y a des personnes qui écoutent, qui peuvent se reconnaître là-dedans, j'ai eu tout un tas de petites gênes corporelles où je sentais des signaux d'appel, des souffrances. Et puis, c'était pas des souffrances, c'était vraiment ce qu'on appelle de la gêne. Donc j'ai eu comme du mal à régurgiter. Puis ensuite, j'ai eu des petits, j'appelais ça un point, j'ai un point au niveau du foie. Puis c'est en discutant avec ma femme qui me dit, mais comment tu sais que c'est le foie ? Je dis, c'est simple, c'est le foie, parce que moi j'ai eu une péritonite là du côté droit, j'ai une cicatrice à cet endroit-là, ça doit être ça. À l'époque, mon foie était enflammé. Elle me dit, mais tu sais déjà tout ça sur ton truc ? Et comment tu sais que c'est le foie et pas la rate et pas le pancréas ? Je dis, non, c'est le foie. Mais elle me dit, comment tu peux être sûr de ton organe ? Bon, bref. Et puis ensuite, c'est parti sur tout le corps. Et à chaque fois qu'on me parlait d'une partie du corps, je savais que 2 mois plus tard, j'allais avoir une gêne. Donc ça finit au genou, ça finit voilà, partout où c'était imaginable. Et ça, j'ai refoulé encore en me disant, bon, je mentalise là, je suis en train de somatiser. Donc, c'est mon cerveau qui me crée des tours. Et je suis allé voir justement une psychologue à ce moment-là qui m'a aiguillé sur cette chose-là. Et puis, je l'ai vue 2 fois. Et je me suis dit, bon, elle confirme le fait que je suis en train de somatiser. Je vais quand même faire un examen, une fibroscopie, j'avais fait pour écarter tout risque.
Mais pour moi, j'avais réglé le problème. Et oui, là, je comprends tout à fait. Mais ce qu'on dit, nous, dans notre métier, c'est quand on somatise, c'est la dernière étape. C'est quand le corps parle, le corps parle. Oui. C'est qu'on n'a pas parlé avant. Ouais. Donc, le fait de parler, aller voir un psy, le psy est là pour vous écouter. Pas forcément pour tout comprendre, mais vous écoutez tel que vous êtes, sans jugement, sans quoi que ce soit, de cet ordre-là, sans valeur morale quelque part. Et le verbe permet de s'énoncer, donc de s'exprimer et sortir du corps pour mettre en organisation les mots dont on souffre. Donc la parole est salutaire à ce moment-là. Je reviens sur quelque chose. C'est pas la volonté, c'était ah oui, je suis fort. Moi, je suis fort, c'est ça. Je vais pas voir de psy parce que j'en ai pas besoin. Je suis fort. C'est ça. Oui, j'espère que tout le monde est fort. Tout le monde a une certaine forme a une force pour affronter l'adversité, les événements transformés. Les événements de la vie doivent nous transformer pour nous amener à être normalement encore plus conscients et plus forts, et ensuite transmettre les choses. Bon, voilà. Mais ce n'est pas une question de volonté. Aller voir un psy, à mon sens, c'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on a besoin de s'exprimer, de mettre en mots, et des fois c'est pas facile au départ de trouver ces mots, de trouver encore une fois je fais l'alignement, de trouver l'alignement aussi verbal, et de s'entendre. Et le psy en face est là aussi pour faire caisse de résonance, donc de renvoyer ce qui paraît pertinent pour que la personne continue. Enfin, voilà, il y a une espèce de roue, de dynamique qui se met en place pour aller sur de l'échange. Hein. Et c'est par la parole aussi que l'on y arrive, surtout après avoir somatisé. Mais là, ça c'est un truc que j'ai compris en deuxième partie, parce que ça c'était ma première partie, c'était la partie cool. Non, mais au contraire, justement, je pense que ce point il est essentiel. Ça, c'était la partie cool. C'est-à-dire que c'est la partie, je sens des petites gênes et puis je sens que je somatise, donc j'arrive à me le dire. Donc moi, je me posais des diagnostics. Dans ma tête, c'était un cancer à chaque fois. Donc voilà. Donc il y a eu des cas de cancer dans ma famille, tout ça. Et puis voilà. Donc je me disais, je suis en train de me faire un cancer de la thyroïde et tout. Bon, ça, c'était la partie cool parce que je savais que je somatisais. C'était déjà bien hardcore quand même. C'était déjà pas mal. Mais je savais que je somatisais, et puis après avoir fait les examens en question, donc j'ai fait une fibroscopie parce que c'était à la gorge où vraiment j'avais l'impression que j'allais y passer. Donc j'avais fait une fibroscopie, une échographie, n'ayant rien, voilà, je me suis dit, je confirme, je somatise. En discutant avec mon cousin qui est dans la médecine douce chinoise, mais qui travaillait en Chine et qui était de retour en France, qui m'a fait une séance d'acupuncture, m'a dit ce qu'on appelle le syndrome du noyau de prune. Et donc, c'est le fait justement que tu n'arrives plus à exprimer. Et moi, à l'époque, je rappais beaucoup. Il me disait, mais tu rappes depuis... Tu continues à rapper. Je dis non, ça fait 5-6 ans. Il me dit, il faudrait que tu reprennes. Parce que justement, tu n'extériorises pas. Et il me demande, il me pose une question et il me dit, est-ce que tu as une gêne derrière l'omoplate ? Et donc, je lui dis, c'est marrant parce que à chaque fois que je suis un peu pris comme ça par ce que j'ai mis ensuite, un nom, c'est une crise d'angoisse, donc sur un organe, et puis ensuite je commence à gamberger, et je me frottais comme Balou, en fait, au niveau de derrière l'omoplate, là, je me frottais contre un mur, quoi. C'était vraiment Balou. Hein. Et en fait, il me dit, ça, c'est en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle le démon. En fait, c'est le point du démon, c'est à l'époque un empereur qui était sujet à des crises d'angoisse, en fait. Donc la métaphore serait que
son médecin aurait enfermé le démon en un seul point qu'il aurait mis sur ce nerf, voilà, et qu'il aurait enfermé là. Et donc, quand il y a la crise d'angoisse, le démon essaye de ressurgir et il ressurgit par là. Voilà, ça c'est pour le petit côté métaphore chinoise. Mm-hmm. Et moi, le problème, c'est que je pense toujours avoir résolu les problèmes trop rapidement. Je pense que c'est ma façon d'aborder les choses. Donc, une fois que je m'étais dit que j'avais somatisé, j'ai fait 2 séances avec la psychologue, et puis je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est réglé, c'est somatisé. J'ai vu la psychologue, même avait dit, il faudrait un peu plus de séances. Bon, j'ai arrêté les 2 séances. Et puis, j'ai continué ma vie. Et puis ensuite, il y a eu donc en parallèle, toutes ces créations d'entreprises, enfin tout un tas de choses de la vie, le Covid, ceci, cela. Petite chose de la vie, le Covid. Ouais, il y a eu le Covid, voilà. Il y a eu des enfants. J'ai eu 2 enfants qui étaient tout nouveaux pour moi. D'aborder la parentalité. J'avais une idée bien préconçue de la parentalité. Il a fallu se mettre en phase avec ce que ça représente factuellement. Et puis voilà, après des soucis, on va dire, internes, quoi, que tout le monde peut rencontrer, mais des décès, des décès soudains, et puis des épreuves. Et puis j'ai pris beaucoup de responsabilités professionnellement aussi, et financièrement. Et en fait, mon cerveau, je lui disais que j'étais fort, que j'avais fait mes 2 séances de psy, c'était bon, Ma femme, elle m'appelle ma montagne. Donc ça, c'est dire le truc, c'est un truc important. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a au début galvanisé, mais ensuite qui m'a posé beaucoup de problèmes parce que c'est balèze d'être une montagne. Et quand le cerveau, il s'est dit, bon, t'as pas compris avec tous tes cancers multiples que je t'ai fait dans la tête, là, et t'as pas compris que le mal, là, tu l'avais pas réglé, je vais t'envoyer des vrais signaux, quoi. Et là, je suis rentré dans une phase qu'ensuite qui a été diagnostiquée comme dépression, vraiment une dépression, qui s'est matérialisée par des vrais épisodes de paranoïa, qui s'est matérialisé par des vraies pathologies finalement, en tout cas des symptômes pathologiques. Et là, j'ai compris qu'il fallait prendre la chose au sérieux, parce que de toute façon, j'arrivais plus à agir. J'arrivais même plus à réagir. Et là, c'est là où je me suis dit, bon, je me reconnais plus du tout, et il faut vraiment se soigner, quoi. Et c'est mon père qui a eu une image qui était importante pour moi, et que je la garde en tête. Ça a mis du temps à s'installer, ça mettra du temps à repartir. Et pour moi maintenant, c'est pour ça que j'aborde ce que je disais, la santé mentale, c'est un état finalement, et on va jouer sur ce fil-là qui ne sera jamais totalement droit, mais entre des fluctuations qui sont très positives, où on va être au top de nous-mêmes, et d'autres moments où on va être au plus bas, et pour moi, il y a énormément de prévention envers nous-mêmes, et pour moi, aller voir un psychologue ou un psychothérapeute, finalement, ça pourrait être même quelque chose de préventif, avant même que le symptôme ne surgisse ou ne devienne handicapant. C'est quelque chose qu'on devrait faire, j'aimerais dire, tout un chacun, même si on se sent bien, parce qu'il y a forcément des choses à évacuer qu'on ne ressent pas au moment, à l'instant T, et qui ressurgiront, mais de façon peut-être plus profonde et plus handicapante. Voilà. Ouais, c'est super ce que tu dis, parce que on dit qu'on n'a pas préparé le sujet, mais c'est vrai que ça m'intéresse depuis longtemps, donc j'ai regardé un peu des chiffres, etc. Je vais faire la petite pause chiffres. On dit 72% des entrepreneurs sont directement ou indirectement touchés par des problèmes de santé mentale, contre seulement 48% des personnes qui ne le sont pas. Donc 48% c'est chez les salariés, c'est ça ? Voilà, en gros. Ouais, en ok. gros. Et du coup, pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, c'est un peu comme avant d'aller au ski. Moi, j'ai eu une opération au genou gauche. Donc, je me retrouve en rééducation pendant quelques mois. Et puis, je vois des gens qui viennent qui ne sont pas blessés. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Ah non, je pars au ski dans 15 jours. Je viens faire ma préparation pour éviter de me blesser au ski. C'est eux les forts. Ah, voilà. C'est eux les forts. Exactement ça. Ouais. C'est que, effectivement, si, comme tu disais tout à l'heure, si tu attends d'être dans la tourmente pour essayer de t'en sortir, tu mettras plus de temps. Et si je reprends cette métaphore-là de la tempête et de ton petit navire, si tu commences pas à écoper dès qu'il y a quelques gouttes d'eau dans ton bateau, s'il est plein, forcément, c'est un peu plus compliqué, quoi. Tu vois. Donc, pour moi, il faut parler.
Donc, soit avec un professionnel, ce que je recommande, soit en tout cas exprimer les choses. Donc, on parlait tout à l'heure de la parole, il y a ça, il y a l'écriture pour certains. Moi, pendant longtemps, ça a été le dessin. Jusqu'à ce que voilà, la pirogue soit trop pleine et que le dessin et le sport et l'écriture ne suffisent plus, bah là, il faut se faire aider, quoi, tout simplement. Et avant d'en arriver là, je pense qu'il faut installer une routine comme ça où il faut s'exprimer, bah, même quand ça va bien. On a le droit aussi de célébrer les moments où ça va bien et peut-être même de les comprendre. Ça permettra de savoir qu'est-ce qui est mis en place à ce moment-là. Et quand il y a un élément qui ne sera plus dans l'équation, ça sera beaucoup plus facile de l'identifier et de se dire « Ah tiens, moi je me rappelle, donc entre mes 2 épisodes, donc le premier où j'ai vu quelqu'un où ça n'a pas fonctionné, et le deuxième où j'ai rencontré Isabelle et j'ai réussi à remettre les choses un peu sur les rails, bah tu te dis mais comment je fais quoi ? Comment je navigue dans tout ça ? Et c'est important de pouvoir avoir cet élément de comparaison là, parce que quand ça revient, comme tu dis, tu vois, à un moment donné, tu penses t'en être débarrassé, mais quand ça revient, ben, heureusement, la deuxième fois, j'avais déjà l'apprentissage de la première. Et je me dis, il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression que tout va bien, mais ça va pas. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et c'est là où il faut se faire aider. Mais je sais très bien qu'il y a un truc qui cloche, même si tout a l'air bien, quoi. Voilà. Je pense que ce qu'on peut aussi rajouter par rapport à cela, c'est qu'il faut avoir un certain... Enfin, quand on est bien aligné, je retourne, ça permet d'avoir aussi... de prendre du recul par rapport à soi-même et avoir une vision globale. Ce qui permet d'anticiper ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver. Tout n'est pas toujours magnifique, mais il y a aussi des choses bien qui arrivent. Il faut savoir les valider, et ça, les entrepreneurs ne le font pas assez. Et parce qu'ils pensent qu'il faut toujours se battre, il faut toujours être au combat, ça s'arrête jamais. Si, il faut savoir aussi se poser et fêter certaines victoires, et voilà, pour mieux repartir. Mais Vous avez entendu ça? On a entendu. Est-ce que vous avez bien entendu? On va aller au resto après. On va aller à Rio. Et avoir, une fois qu'on est sur son plancher et aligné, ça permet de prendre du recul par rapport à soi-même, c'est très important, et par rapport au monde, à ce que l'on doit faire et ce qui est déjà, parce qu'on doit s'adapter aussi. C'est pas que soi, c'est aussi les autres, par rapport aux autres. Et à ce moment-là, le niveau de stress, c'est là où je voulais en venir, le niveau de stress descend, forcément. Plus vous êtes proche des événements, moins vous avez de recul, plus vous allez être stressé, anxieux, voire angoissé. Parce que vous perdez votre vision des choses. Donc, vous devenez très pointu, ça peut aller jusqu'à parano, parce que vous ne voyez plus que ça. Il n'y a plus de discernement. Voilà, vous perdez votre discernement, exactement. Et il faut reprendre à ce moment-là du recul, du souffle et une vision globale des choses pour se réajuster. Et ça, ce n'est pas grave, il faut dire aussi. C'est pas, on a le droit de tomber, et l'important, c'est c'est de se relever et comment on se relève au mieux. Par des petits ajustements. Et ce que l'on a vécu antérieurement est une richesse d'enseignement pour cela. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais si on perd cette distance-là par rapport à soi-même et aux événements, on ne peut pas le faire. Donc on se stresse, on devient anxieux, angoissé, voire plus. Voilà. Alors, Isabelle, on a eu une discussion un jour, donc il y a quelques mois. Et je fais exprès d'utiliser le mot discussion, parce que là, pour le coup, il y a des choses que j'avais envie de comprendre, et je me disais, j'avais cette frustration qui, finalement, est un peu résolue aujourd'hui avec l'exercice qu'on est en train de faire. C'est de dire, mais des gens comme moi, qui ont besoin d'aide, il y en a un paquet.
Je viens de citer, si on prend tous les entrepreneurs, on multiplie par 0,78 et 78%, c'est énorme. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont les clés pour pouvoir avancer et être aidés. Et donc, j'ai dit, mais Isabelle, comment on fait pour vous trouver? Pourquoi vous vous cachez dans votre cabinet à Boulogne? Et comment on fait pour que plein de gens viennent être sauvés, entre guillemets? Et est-ce que vous pouvez me redonner la réponse que vous m'avez donnée ce jour-là? Je ne me souviens plus, honnêtement. Ce que j'ai dit, j'ai dû sourire et dire je ne me cache pas. J'ai à un moment donné énormément travaillé. C'est et je exactement suis ça tombée. la réponse. Et je suis tombée. Ok. Je travaillais 70-75 heures par semaine. Ok. Seule avec 2 enfants, Wow. dont un enfant malade. Voilà. Et je suis tombée. Ouais, c'est clair. J'ai plus pu quoi que ce soit, mais pour personne, y compris pour moi-même. Donc voilà, j'ai dû réguler tout ça, comprendre qu'il fallait que je m'adapte aussi et que j'ai en face de moi moins de personnes. Aussi que là, enfin, je vieillissais aussi, donc c'était plus coûteux en énergie, plus difficile, même si les événements et mon métier m'ont appris énormément parce que je fais du cas par cas, donc à chaque fois ce sont des informations personnelles que j'emmagasine et qui me servent aussi pour aider les autres. Je repars avec la roue et la dynamique. Voilà, ce qui me permet aussi d'être sûrement plus performante avec d'autres personnes. Après, mais que je ne pouvais plus voir autant de personnes et sinon, c'était moi qui allais et qui ai craqué. Ouais, voilà. C'était exactement ça. Ça arrive à tout le monde. Et du coup, je me suis projeté et ça m'a permis aussi de prendre du recul et de dire, oui, entrepreneur, c'est essayer de cartonner. On a tous ce truc-là. On veut devenir millionnaire, on veut faire tel chiffre, on veut avoir une société qui fait tant, machin, etc. Et du coup, quand un projet arrive sur la table, on se dit, l'argent, il est là tout de suite. Et même si j'en ai pas besoin là, il servira pour l'année prochaine. Et à aucun moment on se dit, mais peut-être qu'il faut le laisser celui-là, aller, comme disait Félix, une semaine sur une plage à Rio. Et peut-être que ça t'évitera derrière de te réveiller dans la nuit par des crises d'angoisse, etc. Et puis d'être bloqué 6 mois sur n'importe quel projet, voire plus, parce que de toute manière, tu ne peux pas te réveiller, te lever, c'est ça. Faire fonctionner le cerveau, ça c'est clair et net. Et donc de se dire que la personne qui a la solution et que j'ai en face de moi, qui finalement on sanctifie un peu par rapport à son rôle et sa posture, puisse dire moi j'ai failli faire la même erreur et j'ai dû m'écouter pour dire attention stop, c'est quelque chose qui marque quand même, quoi, effectivement. Donc vous me connaissez, hein. Quand je vois quelque chose, j'essaie toujours d'analyser, de me dire, tiens, si on peut aider plus de gens à vivre cette expérience, venons, on va surcharger le cabinet d'Isabelle. Non, mais... s'il vous plaît, non. Mais en fait, je me suis dit, là... Pas bien. Voilà. Ne surchargez pas. Mais par contre, on va se mettre dans notre cellule et puis on a une société de production audiovisuelle, on a un studio d'agence créative, on va créer une chaîne YouTube. On a déjà créé un podcast sur l'entrepreneuriat. Un studio et on va en one shot offrir ça à des millions de vues de personnes. On a cette faculté pour créer ça. Alors Isabelle, si vous voulez vous joindre à l'aventure, avec plaisir, et puis sinon on trouvera des personnes qui veulent s'y coller, mais je pense que c'est vrai qu'en effet on en rigole là, mais c'est tellement en fait c'est salubrité publique. C'est tout un chacun qui doit se sentir concerné par son propre état mental. On va arrêter de dire santé mentale, mais peut-être état mental et état émotionnel. Alors, est-ce que c'est lié, justement? Est-ce que le mental et l'émotionnel sont liés? Normalement, ils devraient être en adéquation. Il faut toujours trouver... Tout est question d'équilibre dans la vie. Il y a le mental et il y a l'émotionnel. Et c'est trouver un bon équilibre entre les deux qui permet
d'avancer correctement et de façon plus sereine. Donc ouais, je pense que c'est primordial pour tous. Il y avait une petite question qui résonnait en moi, c'est justement comment chercher un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre en fonction justement des besoins, du diagnostic. Mais il y a plusieurs courants. On sait qu'il y a, vous disiez, vous avez fait des études sur la psychologie jungienne, c'est ça ? Ah, moi, je suis, on dit d'obédience. D'obédience. Jungienne parce que, mais j'ai étudié Freud et Lacan, bien évidemment, mais ce qui me parle le plus, me parlait le plus ou me touchait le plus, c'est-à-dire que ça résonnait. Pour moi, Jung m'a permis, enfin les écrits de Jung m'ont permis de mettre des mots sur ce que je percevais. Est-ce qu'il y a moyen rapidement de faire la distinction entre ces trois courants ? Est-ce que c'est facile en quelques mots ? En quelques mots, non. Enfin, on va dire en France, on est plus freudien. En Allemagne, plus jungien. Lacan, qui est très français, mais c'est très mathématique. Mais il faut aussi pouvoir comprendre les choses avec un référentiel un peu mathématique. C'est plus compliqué, mais bon, voilà. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, c'était un peu ça. C'est-à-dire que moi, je disais effectivement ma première expérience n'a pas été vraiment fructueuse et je ne saurais pas dire de quel courant cette personne était parce que finalement, toi tu poses la question déjà Vincent en ayant expérimenté, mais quelqu'un qui arrive comme ça, qui se pose la question, est-ce que déjà par rapport à son mode de pensée ou par rapport à ce qui lui arrive, il sait déjà se dire tiens c'est plutôt un freudien qu'il me faut ou un jungien. Je ne sais pas s'il y a une façon de voir comme ça. Mais je crois qu'il faut faire d'abord une première séance et percevoir. Moi, je dis percevoir. Il faut sentir les choses. Est-ce que ça résonne ? Est-ce que la personne vous dit, est-ce que vous êtes à l'aise pour parler au bout d'un moment ? Et est-ce que ce que la personne vous renvoie, est-ce que ça résonne en vous ? Bon, il faut faire une séance, 2 séances. Moi, je dis tour 4 séances. Et après, on voit. Est-ce que, là, on rentre dans un vrai travail ou pas ? Mais il faut laisser le temps. Moi, pour le coup, entre les deux, la première séance m'a tout de suite convaincu. Je parlais de ce fameux projet basé sur l'intuition qui est démasqué. Et je voulais y revenir quand vous parliez d'être surchargé. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est qu'effectivement, quand on a ces conversations et que finalement on a l'impression que ça ouvre la parole, ça libère la parole et que finalement je suis submergé des expériences des autres. D'un coup, je dis waouh, comment moi je traite ça ? Donc j'écoute, mais comment je fais pour me libérer de ça en même temps ? Première chose. Et deuxième chose, par rapport à donc ma première séance avec Isabelle, là je me suis dit oui, c'est ce qu'il me faut. C'est quelqu'un qui veut me comprendre, me connaître, ou en tout cas qui a déjà vu en 20 minutes, je crois 15 minutes de conversation, donc c'est même pas une séance, qui m'a déjà donné des mots, parce que c'est un parcours que j'ai fait et j'ai essayé par différents moyens, donc la méditation, les lectures, etc., de trouver des solutions, de me caractériser. Donc j'ai trouvé des traits d'hypersensibilité en regardant des émissions. Je suis tombé sur des choses, je me suis dit, mais en fait, tout le monde en parle et c'est devenu un peu ces buzzwords là qui m'énervent un petit peu. Tout le monde se dit hypersensible, mais quand on l'est vraiment, c'est pas forcément super cool, quoi. Et juste en discutant 10 minutes, 15 minutes, je me dis, ah tiens, la personne me parle d'hypersensibilité et de problèmes d'alignement. Je dis, ok, c'est bon, je sais qu'on va pouvoir travailler, quoi. Donc, la suite a été encore plus bénéfique, mais en ce qui me concerne, il y a eu ce déclic-là. Pourquoi je pose toutes ces questions, c'est que je me dis c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Donc déjà, pourquoi je parle des 2 expériences ? Quand on en fait une qui fonctionne pas, il faut pas forcément s'arrêter là. Faut pas du tout s'arrêter là même. Mais j'essaie de comprendre à travers cette conversation quelles sont les clés qu'on peut avoir pour demander de l'aide et continuer à demander de l'aide si la première main tendue n'est pas la bonne, quoi. Bah, il faut persister. Oui, demander à son médecin, son généraliste. Et puis demander autour de soi, oser
oser le faire. Et bien souvent, c'est par là, que l'on trouve. Et c'est difficile aussi de conseiller une personne d'aller voir un thérapeute ou d'être accompagné psychologiquement. C'est pas facile d'aller voir une personne et de lui dire ce serait cool, non? Ou tu pourrais essayer? Non, il faut, à mon sens, faudrait pas présenter les choses comme ça. Dire, va parler. Ça serait bien que tu parles à cette personne-là. Donc là, on n'est pas en santé mentale. Ouais. On est dans autre chose. On est dans du lien humain. Ouais, c'est ça. Enfin, on est de l'humain et pas du médical. Ouais. Hein, c'est pour ça, moi, je réfute santé mentale, même si... Ouais, voilà. ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est le lien avec les uns, avec les autres. Et est-ce que telle personne peut t'entendre, t'écouter et te renvoyer quelque chose, c'est-à-dire faire miroir, et te renvoyer quelque chose de toi que tu vas pouvoir appréhender ou pas. Mais c'est ça le travail. Hein. C'est, Dans le titre de l'épisode, il faudra qu'on barre santé mentale. Non. On va trouver un moyen de bien expliquer les choses. Mais ça vient de me faire gagner du temps, ce qu'elle vient de dire, Isabelle. Non. C'est juste de discuter avec une personne et de créer du lien. Parce que moi, du coup, pour les conseiller, je suis obligé de raconter toute mon histoire et dire ce que j'ai fait. Comme ça, ils se sentent légitimes. C'est long. C'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Finalement, partie. Mais voilà, c'est vrai que c'est plus facile de dire à quelqu'un, écoute, moi je le fais, et regarde, est-ce que je suis plus faible? Est-ce que j'ai l'air d'un faible? Est-ce que j'ai l'air d'un fou? Non. Donc ça va, rassure-toi, quoi. C'est plus simple comme ça, mais c'est vrai que tu discutes avec quelqu'un, tu lui dis, va faire du sport. Oui, c'est quelque chose plus facile, tu vois. Alors que ça devrait être tu devrais manger plus sainement, tu devrais arrêter de fumer. Ça, c'est des injonctions qu'on entend toute la journée. Ne parlons même pas de la parentalité. Les injonctions qui sont liées à la parentalité, c'est incroyable. Mais tu devrais pas, mais enfin bref. Et c'est vrai que dès que ça a trait finalement à l'état émotionnel ou psychologique, c'est bon là. C'est beaucoup plus difficile de venir donner un conseil ou on parle même pas d'injonction là, parce qu'on n'arrive même pas à évoquer le terme, quoi. C'est vraiment des discussions qui peuvent rester tabous entre deux individus qui s'aiment pourtant et qui veulent que le bien-être de l'autre, mais c'est des choses, on a l'impression de marcher sur des œufs à chaque fois qu'on parle de ça. Donc nous trois, en tout cas, on a décidé de briser la glace, nous, autour de nous déjà, et puis là, à travers ce podcast, et j'espère que ça servira au plus grand nombre. Isabelle, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez rajouter qu'on n'a peut-être pas évoqué dans la discussion? Peut-être par rapport à la peur du psy. Je pense que ce qui est véhiculé dans l'inconscient collectif, c'est ça y est, la personne va vouloir me transformer, va me dire que moralement, va me juger et mal me juger, hein, c'est toujours ça. Donc c'est comme si le psy était un éducateur ou un parent. Alors effectivement, généralement on est vu un peu comme ça, mais non. Enfin, il faut dépasser ça. Et aller au-delà de cette peur d'être jugé, mal jugé par quelqu'un dont c'est le métier, mais le métier c'est d'écouter. C'est pas de juger. Le psy doit faire abstraction de lui-même au maximum pour laisser toute la place à la personne qui doit s'installer et être suffisamment à l'aise et en confiance. C'est au psy aussi de le mettre en confiance pour qu'il puisse s'exprimer. Alors dans les limites du raisonnable, hein, y a des règles à respecter de société, tout ça. Mais c'est être mis à l'aise par le psy pour pouvoir exprimer des choses qui ne sortent pas
de la pièce. Et moi, je le dis souvent, ça ne sort pas de là. C'est ça. Je n'écris pas de livre, je ne fais pas ceci, ça. C'est la première fois que je parle. Oui, et puis vous avez explicité aucun cas concret de personne qui... Mais sûrement pas. Ouais, ça, c'est hors de question. Bien sûr. Donc, voilà, ça doit exprimez-vous. Et puis voilà, c'est quand même une séance. On rentre dans une espèce de bulle, dans un espèce de cocon dans lequel il faut se sentir bien, à l'aise et en confiance pour pouvoir s'exprimer. Et je dis toujours, quand vous allez sortir de là, vous allez dans la vie réelle, vous retournez dans la vie réelle. Il y a une partie de votre cerveau qui va travailler, qui va se souvenir de certaines choses, qui va faire le puzzle. Pour vous aider à continuer à avancer et à aller mieux. Et puis voilà, vous allez oublier après. Il faut que les choses aussi, l'interaction qui s'est faite à ce moment-là, disparaissent pour laisser des traces de bénéfiques à la personne. Puis vous revenez, puis vous apportez ce que vous venez de vivre, ou ce dont vous avez envie de parler à ce moment-là. Et puis on recommence. Donc, c'est 2 états, c'est très... mais c'est particulier, c'est jungien, c'est descendre dans un certain inconscient, aller dans les grandes profondeurs. Et puis, quand vous sortez d'ici, vous retournez dans la vie de tous les jours à un niveau totalement conscient et confiant. Voilà, le lapsus magnifique. Avec, j'espère, quelque chose en plus. Un élément en plus sur soi, de connaissance de soi, qui rend plus fort. Je viens de découvrir un truc là. Je suis psychophotographe ou photothérapeute en fait. T'es photothérapeute, ouais. Tu viens d'inventer un truc. Ouais, ça y est, c'est bon. Je vais le déposer. Non, mais c'est vrai que la photographie, c'est un outil. Moi, j'ai travaillé justement dans la photographie avec des femmes photographes qui abordaient justement le sujet de la femme, et notamment la femme après la maladie, et notamment les cancers du sein, et donc la réappropriation du corps, et qui passait par l'outil photographique. Et c'est vrai qu'il y a ce côté en fait thérapie dans l'image de soi, ce qu'on renvoie, et comment on va se réapproprier son corps et puis son psyché en fait. Comme on l'a dit, le tout est lié, l'émotion, le corps et le mental. Donc non, mais c'est le parallèle. Je vais changer ma caption Instagram, ma bio Instagram. Ouais. On a parlé introspection, voyage en profondeur, les abîmes. On sait que c'est des choses qui font peur à la plupart des gens, à nous tous. C'est une peur qui est humaine finalement, et il faut aller au-delà de ça et essayer de se comprendre soi-même et identifier finalement le problème pour en trouver la solution. Oui, je dis souvent, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien trouver de particulier en vous parce que vous vivez avec vous-même depuis le départ. On va juste faire remonter à la surface quelque chose qui est peut-être à un niveau pulsionnel ou à un niveau qui n'est pas encore, dont vous ne pouvez pas encore vous servir. Mais c'est tout, vous le connaissez, vous n'allez rien découvrir de particulier, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous. Voilà, il faut d'abord s'apprivoiser soi-même, se connaître et s'apprivoiser. On a le titre, n'ayez pas peur de vous. Isabelle, merci infiniment pour cet échange et pour nous avoir reçus ici à Boulogne. Avec grand plaisir. J'espère que c'est un épisode, je suis convaincu que c'est un épisode qui va parler au plus grand nombre. J'espère que ça poussera certains à franchir ce cap si jamais vous étiez dans la retenue. Et d'ici là, continuez à cette introspection. Si vous avez déjà des premiers outils, n'hésitez pas à nous envoyer aussi sur Instagram ou bien dans les commentaires si cet épisode vous a plu, et bien sûr si vous vous reconnaissez dans ce type de schéma ou ce type de problématique. On a l'habitude de citer c'est la deuxième fois, mais on va continuer. On installe cette habitude de citer un petit avis qui a été partagé sur nos plateformes. Et donc, je le prends au hasard. Donc, premier épisode écouté par curiosité. Je ne viens pas du tout du monde entrepreneurial et je ne suis pas déçu. Au passage, les moments où vous plaisantez sont vraiment des pépites. Je rejoins le commentaire sur la bienveillance.
Voilà, on remercie cette personne qui est Anonyme 2320. J'espère que Anonyme 2320 continue d'écouter ce podcast et qu'au-delà des moments où on rigole, parce que c'est des choses qu'on aime faire dans ce podcast, il y trouvera aussi du sens dans cette conversation qu'on vient d'avoir. On rappelle à nos abonnés et à ceux qui viennent de nous prendre en chemin de bien mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle ils nous écoutent et de nous suivre sur le Instagram qu'on est en train d'enrichir et d'alimenter de semaine en semaine et qui devient de plus en plus interactif. Donc n'hésitez pas à rentrer en interaction avec nous. Parler de ce podcast, bien sûr, parce que c'est un peu comme pour les psychologues, psychothérapeutes. Le bouche à oreille, c'est l'un de nos outils favoris. Recommander cet épisode à ceux qui en auraient besoin ou juste qui veulent avoir une oreille attentive dessus. Il est temps de célébrer ce moment de gratitude là, où oui, finalement, on a réussi à faire ce qui nous stressait, c'est-à-dire avoir un moment qui nous parle et qui peut aider. Voilà. Donc merci beaucoup Isabelle pour votre intervention et pour votre accueil. Voilà. Avec plaisir. On a l'habitude de dire on est sûrement amené à se revoir et d'ici là, prenez soin de vous.